des scarifications. Voilà, est-ce qu'à certains moments, vous pensez qu'on peut utiliser ça? Et pour Mathieu, vous avez évoqué le fait qu'il était bon en maths. Or, on sait que la construction psychique, bon, voilà, on ne va pas s'étendre sur le cas de certains mathématiciens, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui cicatrisent quelque chose du côté de ce qui est abstrait, du côté de l'art, du côté d'une construction différente de ce que c'est ce que peut apporter la psychothérapie au sens classique, mais il y a aussi toujours à inventer. Effectivement, alors pour Sarah, c'est clair qu'on peut s'appuyer sur ces zones de plaisir, ces zones d'intérêt, et ça, c'est une des choses les plus précieuses. Où ces zones d'intérêt, et je dirais aussi de plaisir partagé, c'est-à-dire de trouver un adulte qui a du plaisir à partager ce plaisir avec elle. Et ça, c'est vraiment, là-dessus, on peut construire du solide. C'est pour ça qu'une des premières questions qu'on pose aux adolescents en CER, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Et qu'est-ce qui te fait plaisir? Et parfois, c'est assez désolant. Donc, on va leur proposer tout un panel d'activités que les éducateurs aiment faire et ça peut partir de très très bas. Et puis il y a une chose évidemment qui passe avant tout, c'est les ateliers cuisine, qui sont immédiatement au niveau de la saveur, de l'esthétique de ce qu'on prépare. C'est très prisé. Et c'est là que peut s'épanouir toute la créativité du professionnel. Pour Mathieu, il est certain que si on avait pu trouver un petit point de plaisir, ça aurait été précieux, mais les mathématiques, c'est quand même... pardon. Vous avez parlé de séjour en centre équestre, il me semble, justement, il est Oui, un centre équestre, je veux dire, à un moment donné, quand il y a provocation, les agitations, bon, les moniteurs du centre équestre, c'est pas une personne spécialisée, donc à un moment donné, c'est plus possible. On sait que l'animal, Oui, certainement. Oui, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'intérêt chez Mathieu. Il y avait le cheval, il y avait, je pense aussi l'alimentation. Hein, c'était quelqu'un qui mangeait beaucoup. Et bon, j'ai l'impression que c'est des îlots comme ça, au milieu d'océans, de tempêtes. Et on n'arrivait jamais à trouver un petit truc sur lequel on aurait pu tricoter et enclencher un cercle vertueux. C'est des gens, et plus ça allait dans la prise en charge, plus ça s'accélérait. Moi, on trouvait des points d'accroche pour quelque chose. Oui, on peut dire qu'on aime telle activité, encore faut-il l'aimer avec un minimum de continuité au moment où on la pratique. C'est un minimum de calme intérieur. Bon, après c'est vrai que c'est à chercher, mais il y a aussi des sujets pour lesquels on n'y arrive pas. Oui. Si je peux me permettre de prendre la parole, à moins que quelqu'un d'autre veuille la prendre. Oui, mais il y a d'autres, on aura du temps encore, allez-y. D'accord, merci. Ma question est une question un peu méta. C'est-à-dire qu'on parle de jeunes avec leurs problématiques, avec des pronostics plus ou moins pessimistes, optimistes selon les situations. Ma question relève de ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois que nos institutions multiples et variées avec leurs compétences diverses sont morcelées et participent du morcellement des jeunes. Et je fais référence à ce que vous avez dit par rapport aux thérapies, qu'on peut proposer à des jeunes. Je crois qu'on crive des personnalités, je crois qu'on crive des cerveaux. Et effectivement, dans quel modèle social et psychologique nous pourrions penser en inter-institution pour pouvoir mettre cela en place, puisque, j'allais dire, nous sommes des professionnels du morcellement des situations des jeunes et des situations familiales, puisque chacun est sur son propre terrain, ne veut rien concéder à l'autre, ce qui peut peut-être avoir une... j'exagère une caricature, puisque nous sommes dans l'après-midi. D'une part, c'est ma première question, de revenir sur
des thérapies effectivement avec des référents et le psychologue. Je sais très bien, j'ai bien compris ce que vous vouliez dire, et je crois qu'il faut qu'on puisse travailler aussi dans quelque chose que nous sommes en train de réfléchir à plusieurs institutions sur le département, sur la contenance psychique inter-institutionnelle. Me semble-t-il qu'il est question aussi de la position des professionnels plutôt que de s'intéresser uniquement et simplement à la problématique des jeunes. Quelle est la place, quelle est la position de l'adulte et quelle est la position des professionnels? Voilà, c'était une question un peu méta. Oui, mais c'est une question de fond parce que c'est dans ce cadre général que se déroule la prise en charge particulière de chaque jeune. C'est le cadre général que vous définissez. Je pense que c'est un travail qui est pratiquement toujours à refaire. On sait qu'il dépend beaucoup des personnes. On a des moments sacrés où, avec tel magistrat, ça colle, avec tel directeur de la vie sociale, on va être sur la même longueur d'onde pour les situations lourdes, avec tel directeur d'ITEP, etc. Et on se rend compte qu'en fait, les enfants vont beaucoup mieux, dès qu'il y a une cohérence entre adultes. Et puis, il suffit qu'il y ait une de ces personnes qui demande sa mutation, ou qui parte à la retraite, et on se rend compte que ce qui était fondé sur des principes de collaboration écrits à ce moment-là, les successeurs ne se l'approprient pas. Et même qui peut dire oui, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça, etc. Donc, d'abord, premier principe, profiter des moments sacrés parce qu'on sait qu'ils ne vont pas durer. Mais c'est vraiment bien parce que ça arrive quand même. Bon, alors après, la question que vous posez, c'est celle de l'hégémonie opposée au lien. Enfin, je vais dire ça grosso modo. Il est intéressant, on a certains pays qui ont des dispositifs de protection de l'enfance plus protecteurs que le nôtre, plus élaborés. Il y en a d'autres où c'est 10 fois pire, et il n'y a pas besoin d'aller au Congo, Kinshasa. Donc on a des pays démocratiques où ça va dans tous les sens. Bon. Donc nous on est au milieu. Et dans un pays qui a fait un effort très important, c'est l'Angleterre, avec le Children Act, c'est leur loi sur la protection de l'enfance, qui a été réécrit récemment. Et dedans, alors c'est vraiment très très long, très élaboré, etc. Et à la fin, le dernier chapitre est consacré au fait que le plus grand obstacle à la prise en charge des jeunes, ça va depuis 0 à 18 ans, est la difficulté de collaboration entre les institutions et leur volonté de défendre leur territoire en tant que territoire. Alors, comment dire, c'est marqué tel quel dans le texte de loi. Alors, c'est vrai que la question c'est à qui appartient l'enfant. On peut, ou quelle place chacun va avoir, ça c'est déjà plus nuancé. Sur le versant opposé, je dirais, on peut poser la question de qui va avoir le lien principal avec l'enfant, c'est-à-dire qui s'engage. C'est pas tiens, moi aujourd'hui, ça peut pas être, par exemple, je ne sais pas du tout misogyne ce que je dis, mais ça peut pas être une éducatrice enceinte de 7 mois et qui va s'absenter pendant 2 mois puis son arrêt maternité. C'est pas possible. Ça peut être quelqu'un, ça peut pas être un éducateur qui a demandé sa mutation dans 6 mois et qu'il aura. Voilà. Donc c'est un engagement. Donc qui est prêt à s'engager pour être la personne pivot, la personne référent à qui on rapportera l'ensemble des informations et qui peuvent être distribuées aux autres aussi dans le cadre du secret partagé loi 2007, mais qui recevra ces informations et qui après verra qui est plus concerné que l'autre et qui lui élaborera, sera chargé du fameux projet pour l'enfant, vous savez ce mot, mais qui l'incarnera. Et ça c'est un engagement réel dans un monde où de moins en moins de professionnels ont envie de s'engager. C'est une réalité par rapport à il y a 30 ans. Alors je vais vous donner 2 exemples. Il faut vraiment qu'il y ait cette personne pivot. Un exemple, c'est ce qui s'est passé pour un enfant dans notre service qui avait 8 ans.
et qui était à l'hôpital de jour et en famille d'accueil. Mais il allait quand même chez son père et chez sa mère. C'était compliqué parce qu'on était face à un conflit parental meurtrier, et finalement c'était... où il était d'ailleurs déjà? Je ne sais plus s'il était en lieu de vie ou en... je crois qu'il était il était dans un petit lieu de vie, qui était un lieu, entre guillemets, neutre, c'est-à-dire de repos psychique, où il n'y avait pas son père en train de critiquer sa mère à mort, et réciproquement. C'est quand même un enfant qu'à l'âge de 2 ans et demi, la mère était en bas, elle refusait de prendre l'escalier pour aller à l'étage du père, et le père disait à l'enfant de descendre seul, mais la durée de la minuterie n'était pas suffisante, donc il terminait à 2 ans et demi l'itinéraire dans le noir, les niveaux de conflit. Bref, cet enfant, en colonie de vacances avec l'éducatrice qui s'appelle Fanny, l'éducatrice du lieu de vie, donc loin de sa famille, révèle que son oncle, le frère du père, lui fait subir des attouchements sexuels de type fellation réciproque, et qu'il est très mal. Il revient, Fanny téléphone tout de suite à nous, hôpital de jour, et l'enfant en parle à son éducateur de référence de l'hôpital de jour. Donc on parle de ça, l'accusé reconnaît les faits, et il dit, moi je suis amoureux de ce garçon, enfin un type bon comme ça, il reconnaît les faits, et il va y avoir l'expert avant qu'il y ait les assises. Cet enfant est un enfant qui ne parle pas, qui a beaucoup de mal à parler. Il ne parle en gros qu'à notre éducateur et qu'à l'éducatrice du lieu de vie. L'éducatrice ASE, je dis ASE, mais c'est pas pour critiquer l'ASE, c'est parce que je crois que ça peut se situer à tous les niveaux. L'éducatrice ASE avait été absente pour un congé maternité prolongé, et elle dit c'est la situation dont je m'occupais, je la reprends, donc on lui transmet toutes nos informations. Donc l'enfant est convoqué chez l'expert, et elle dit je vais l'accompagner. Nous lui disons, il ne vous connaît pas assez, et c'est un enfant qui a besoin d'un lien quotidien, parce que nous, l'hôpital de jour, c'est 5 jours par semaine. Pardon, attendez. Il a besoin d'un lien quotidien, et il ne parlera que s'il est accompagné d'un familier, c'est-à-dire Fanny ou notre éducateur. Que vous y alliez, vous, normal, c'est votre fonction, c'est votre place, mais on peut vous dire comme ça. Et l'éducatrice dit non, c'est ma place. C'est comme ça dans l'organigramme, etc. On est devant un système, ça passe au judiciaire, au pénal, etc. Elle l'a accompagné, l'enfant n'a pas dit un mot à l'expert. Alors que si on avait été dans une logique de qui a le lien, ce qui ne veut pas dire avoir une volonté d'hégémonie, celui qui a le plus le lien, en fait, c'est celui qui s'occupe le plus souvent de l'enfant et qui a le plus grand nombre d'heures qu'il passe avec l'enfant, et qui est donc le plus à même de recueillir les soucis de l'enfant quand il fait la vaisselle avec lui ou autre chose. Quand ces enfants-là ont une tension, on ne peut pas leur dire le jeudi, tu en parleras mercredi prochain avec la séance de psychothérapie. Leur fonctionnement psychique est trop fragile. Ils ont besoin de dire à la personne présente là. Donc, si on avait été dans une logique de qui est la personne qui a le lien, à ce moment-là, on n'aurait pas eu ce problème hiérarchique et l'expert aurait eu du matériel. Bon, ça n'a pas empêché l'agresseur d'être condamné parce qu'il avait tout reconnu. Mais vous voyez, ce type de logique, eh bien, on a beaucoup de mal à l'avoir et à dire, quand on a nos actions concertées, quelles sont une ou deux, à la rigueur, c'est mieux qu'il y ait deux, tout le monde peut être malade, quelles sont les deux personnes qui vont s'engager, être référents pour les années qui viennent, c'est la permanence, et comment elles vont communiquer entre elles. Alors je vais vous donner un autre exemple, beaucoup plus vicieux, c'est pour entrer dans nos hôpitaux de jour, on demandait aux éducateurs et éducatrices de s'engager moralement à rester 9 ans, parce que c'est la durée minimum pour être signifiant dans la vie d'un enfant. Et on ne demandait pas 10 ans, parce que quand vous achetez quelque chose en solde, vous prenez à 9,99 €, mais vous ne prenez pas à 10. Et après, c'était à nous de faire en sorte que le personnel ait suffisamment de plaisir, nos éducateurs suffisamment de plaisir à penser avec nous pour qu'ils restent. Et puis ils connaissent l'histoire de l'enfant, donc ils ont envie de connaître la suite. Et à ce moment-là, comme ils commencent à en prendre un autre en charge, ils restent. Donc on a eu du personnel très stable. Enfin voilà, c'était l'autre aspect de la permanence. Je ne sais pas si j'ai répondu à... Tout à fait, c'est ça. Un micro là-dedans. Oui, pour
dans le sens de ce que vous dites, mais je le ferai après. Je voudrais juste avant, par rapport à cette question de l'institution qui a été évoquée, rappeler ce que disait Jean Houry, disait prétendre se préoccuper de personnes en grande difficulté psychique sans commencer par soigner l'institution, c'est de l'imposture. Donc je crois que la question de l'harmonie institutionnelle qui est représentée par les principes de la psychothérapie institutionnelle, dont Jean Houry était un des représentants, est importante. Non, alors, par rapport à ce que vous venez de dire, il y a quelque chose que je trouve, je ne sais pas, je connais mal le contexte de prise en charge des enfants, je travaille plutôt avec des adultes. Mais cette question de la fiabilité, de la permanence, est mise à mal par une espèce de mode qui sévit depuis des années dans les institutions, qui dit que pour lutter contre l'usure professionnelle, il faut de la mobilité, et que cette mobilité, elle est parfois institutionnalisée tous les ans, tous les 2 ans, et je trouve ça absolument dramatique, parce que, effectivement, d'une part, ça ne solutionne rien sur le plan de l'usure, il y a d'autres moyens, et d'autre part, ça fait beaucoup de mal aux gens dont on s'occupe. Hein, c'est plus de la mobilité, c'est du virevoltage, hein, alors qu'on peut très bien poursuivre un travail, étayer un travail. Vous dites 9 ans, moi je dis 7, mais bon, on ne va pas se battre sur les chiffres. En tout cas, il faut que ça dure un peu. Oui. Allez-y, je répondrai après. Répondez. Ah bon? Oui, une des choses les plus graves, c'est le turnover. C'est le turnover parce que, comment dire, vous-même, si vous avez besoin, et on a tous besoin, de dire ce qui nous soucie à quelqu'un d'autre. En fait, souvent on a besoin de dire hors de la famille, et on fait en sorte, dans les bons cas, d'avoir 2-3 personnes, on n'en a pas tellement plus dans la vie, qui sont des vrais amis. Les vrais amis, vous ne les avez pas vus pendant X années, vous leur téléphonez, vous leur dites oh là là, voilà, les soucis qui m'arrivent et tout. D'emblée, il comprend. C'est ce qu'on appelle c'est des figures d'attachement sécurisantes. Il comprend, il va vous dire clairement ce qu'il pense si vous avez fait des conneries très graves, sans prendre de précautions. Mais il sera là pour vous écouter, et c'est un rôle essentiel d'avoir ces quelques personnes dans l'existence. Vous ne devriez pas dire vos ennuis tout d'un coup, au travail il s'est passé telle chose, en sortant du travail quelqu'un avait cogné votre voiture, là-dessus vous n'avez pas pu prendre votre enfant parce que vous ne saviez plus comment les récupérer à l'école, après il y a quelque chose, une journée catastrophique. Bon, vous n'allez pas dire ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut quelqu'un qui vous ayez tout à fait confiance, et confiance dans sa capacité contenante aussi. Donc, les enfants ne peuvent pas, quand on change de professionnel, recommencer la relation. On ne le ferait pas, nous. On ne le ferait pas, nous. Donc pourquoi eux le feraient? Alors, les inconvénients ça, c'est les dégâts que ça fait au niveau des enfants. Et Myriam David a bien souligné, toute rupture relationnelle rend plus difficile de nouer un lien avec la relation suivante. Bon. Mais ça va plus loin. Au niveau institutionnel, cela fait que les professionnels n'arrivent pas à se constituer un stock d'expériences auquel ils peuvent se référer. C'est-à-dire là, on coince, on ne sait plus comment faire. Quand on a des anciens, enfin des gens qui sont là depuis plusieurs années, vous vous rappelez telle situation, on a essayé ça, et bien voilà exactement le résultat catastrophique que ça a produit, donc on ne recommence pas ça. Vous vous rappelez comment on s'en est sorti, voilà à qui on a fait appel, etc. etc. Donc on crée une mémoire vivante qui est ce qu'il y a de plus précieux pour une institution. Et le turnover, c'est l'anti-création d'expérience. Donc les gens sont toujours nouveaux. Donc surtout, ils ne tirent jamais de leçons de leurs échecs. Parce que nous, on n'a pas eu des réussites. Mais chaque fois qu'on a un échec, stop, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut éviter que ça se reproduise? S'il y a un turnover, on voit des institutions ou des professionnels qui refont 30 fois le même échec, mais ils le font à des endroits différents. Donc il faut du recul. L'autre chose importante, c'est que
rester au même endroit, c'est très intéressant si on offre un espace de pensée en même temps. C'est-à-dire qu'il faut le coupler à un dispositif soit de supervision, mais avec un professionnel qui ait lui-même mis les mains dans le cambouis auparavant, et que ce ne soit pas des principes comme ça, que nos principes tombent avec l'embrèche, sans arrêt. Donc, s'il le faut, on couple un petit dispositif de recherche. Nous, on n'a jamais eu de crédit, pourtant on se débrouillait, sur comment va évoluer tel type d'enfant, etc. Mais il faut un lieu, parce que qu'est-ce qui soude le plus un groupe? Eh bien, c'est le plaisir de penser ensemble. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que... Non, mais vous ne savez pas la suite. Le plaisir de penser ensemble, c'est un des plaisirs les plus forts qu'éprouve un bébé dans ses premières relations avec autrui. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Bion, qui a décrit 3 facteurs. Il dit notre personnalité est construite au départ de 3 facteurs. Bon, on pourrait discuter, d'ailleurs c'est partiel, en son point de vue, mais c'est intéressant. Il dit L, H, K. L c'est love, H c'est hate, la haine, et K c'est knowledge. Et le facteur knowledge, on le passe soigneusement de côté. On dit oui, l'amour, la haine, bon, on connaît. Le facteur knowledge, c'est le besoin de partager le plaisir d'explorer le monde et de découvrir ensemble. J'ai fait beaucoup d'expertise avec des bébés, donc je leur fais passer les petits cubes. Attendez, je vais quand même le sortir. Ouais. Voilà. Donc c'est les petits cubes du brunellésine. Donc il faudra le mettre dans une petite timbale, on remonte. Bon. Je commence à jouer un nourrisson de 8 mois ou 9 mois. Qu'est-ce qui se passe? Angoisse de l'étranger, il est en face de moi, il est sur les genoux de son auxiliaire de culture, s'il est en pouponnière, il fronce les sourcils. Pour lui, je suis quelqu'un d'inquiétant. Je commence à jouer avec lui, avec le petit cube que je cache, comme je vous l'ai montré, à faire la tour de cube qu'on fait à 14 mois, 3 cubes à 17 mois, etc. Badaboum, on recommence. Immédiatement, l'angoisse de l'étranger disparaît et il est dans le plaisir de faire ensemble. Et le plaisir de faire ensemble, c'est... Moi, je souris très peu avec ces enfants. Par contre, je jubile parce que je les vois qui découvrent le monde. Donc, c'est une jubilation partagée devant l'exploration et la découverte. Je veux dire, oui, bravo, mais pas besoin de sourire, pas besoin de séduire. Et ce plaisir que l'on a à penser ensemble et à découvrir, c'est le ciment le plus fort des équipes. Donc des gens qui partent sans arrêt, on les prive de ce plaisir, et c'est pour ça qu'ils restent. C'est pour découvrir ensemble la suite de l'histoire. Voilà ce que je dirais pour aller... Maintenant, une institution, c'est clair, ça ne fonctionne jamais complètement bien. Je la compare à un bateau. Vous dessinez un bateau, vu de haut, et vous mettez l'axe qui le suit. Tous les jours, le projet de service qu'on s'est donné, tous les jours, on va dévier d'1 degré. 1 degré, bon. 1 degré, c'est peu. Au bout d'une semaine, 1 degré par jour, vous êtes complètement éloigné du projet de service. Donc il faut une tour de contrôle qui dise le projet de service, c'est ça. On récupère le degré d'écart. Ça ne marchera jamais bien tout seul. Jamais, jamais. Une question, non? Oui, je voulais revenir sur ce que vous disiez des visites médiatisées, des contacts médiatisés entre parents et enfants. Peut-on penser que dans le cadre de maltraitance ou de négligence grave, le fait d'être en contact avec les parents maltraitants ou négligents, ne serait-ce que des contacts téléphoniques, puisse réactiver en permanence l'enfant multi-traumatisé et finalement empêcher son mieux-être, son évolution, son apaisement par rapport à ces violences? Alors, le cadre des visites médiatisées est très précis. C'est mis à toutes les sauces. On a des juges qui ordonnent des visites médiatisées de 8 heures à domicile. Donc, obligatoirement, la personne c'est des TISF qui vont faire ces visites, parce que ça coûte moins cher, et la TISF, automatiquement, elle va se décentrer de l'enfant et parler avec les parents, donc pendant leur dernier week-end, de la pluie et du beau temps, etc. Alors, si vous voulez trouver l'article
que j'ai écrit sur les visites médiatisées, c'est sur mon site internet, mauriceberger.net. Il doit y être normalement, sinon vous m'envoyez un mail. On ne médiatise pas à moitié. Médiatiser, cela veut dire pas de contact téléphonique, pas de contact internet, pas de contact par courrier, sauf qu'on ouvre le courrier et on voit si la lettre contient des phrases qui peuvent être angoissantes pour l'enfant ou captatrices. Et il y a encore un dernier point, je lui ai lequel. S'il y a des coups de téléphone, parfois, ça va être, mettons, une visite médiatisée par mois et un coup de téléphone de 5 minutes tous les 15 jours, ça sera médiatisé. C'est-à-dire écouter, les parents le savent, et arrêter la communication dès qu'il y a une parole qui peut déstabiliser l'enfant. Donc c'est un cadre extrêmement rigoureux. Pour quelle raison? La raison est simple, c'est, vous l'avez dit, c'est qu'après un coup de téléphone d'un parent, on a des enfants qui vont mal pendant des jours. Parce que cela réactive, d'abord ça s'appelle des coups de téléphone captateurs, on en a parlé, mais c'est des coups de téléphone qui réactivent le processus hallucinatoire. Donc l'organisation des visites médiatisées, c'est comment va l'enfant avant. On a des enfants qui disent quand c'est la visite, quand c'est. Donc un éducateur peut dire ah, il est pressé. Non, peut-être qu'il est en train de se préparer au choc. Ensuite, comment il est pendant la visite. On a des enfants qui viennent livides au bout de 20 minutes, désorganisés. Donc il faut qu'on puisse arrêter. Et comment il est après, en sachant que beaucoup d'enfants bloquent tous leurs affects pendant la visite, parce que c'est leur moyen de défense, et qu'ils ne vont montrer ce qu'ils ont ressenti que 2 jours après. Donc la visite médiatisée, c'est cet ensemble. C'est, par exemple, l'enfant dont j'ai parlé ce matin, que la mère avait étranglé, c'était une situation grave, hein. On a mis en place le dispositif suivant. L'enfant rentrait le lundi dans notre service. On le préparait à la visite. La visite avait lieu le mardi. On le gardait le mercredi parce que c'est le jeudi qu'il explosait. Il a fait jusqu'à 1 000 € de dégâts dans notre service, hein, un enfant de 9 ans. Et il repartait le vendredi calmé dans sa famille d'accueil qui ainsi n'avait pas à éponger toute l'explosion liée à la visite médiatisée. Et oui, c'est à partir de ces éléments que doit être décidée la durée et le rythme d'une visite médiatisée. Si un enfant va mal, nous on dit qu'un enfant peut aller mal pendant l'après-midi. S'il a des cauchemars la nuit, c'est pas normal. S'il va mal le lendemain, ça va pas. Un enfant qui est scolarisé, qui a une visite médiatisée tous les 15 jours le mercredi. S'il va mal pendant 2 jours, jeudi, vendredi, il n'apprend pas à l'école, c'est 25% de sa scolarité qui est détruite. Donc il sera en échec scolaire. Donc on doit absolument avoir, à l'heure près, enfin, décider. Nous en général, on demande au plus 1 heure par mois, pas plus fréquent. Parce qu'on est devant des reviviscences hallucinatoires qui peuvent survenir. Donc ça empêche de les traiter. Et puis parfois on demande 1 heure tous les 2 mois, ou 1 demi-heure par mois, non. Quand on arrive aux visites médiatisées, on ne peut pas passer à plus. Sauf pour des mères psychotiques qui ont un bébé et où on va soigneusement protéger, et là c'est un cas particulier. Voilà ce que je dirais. D'autres questions? Moi, ce que je dirais, c'est que, étant qu'on a tout dit sur votre situation, oui. On peut peut-être passer à des questions tout venant sur la violence, si vous... Oui, tout à fait. Vous avez peut-être des documents à nous montrer? Ah oui, tiens, on va faire 5 minutes de pause vidéo. Ah pardon, oui. Ah, une question? J'entends le mot visite médiatisée, et c'est vrai que les juges préconisent beaucoup de visites médiatisées, mais préconisent aussi des rencontres en rencontre. Oui. Voilà, alors pour avoir dans notre association un plan rencontre et effectuer aussi des visites médiatisées sur les maisons d'enfants à caractère social, pour moi, c'est 2 choses complètement différentes. Alors que non, peut-être. C'est complètement différent. Je n'ai pas bien l'expérience des points rencontres, sinon par des familles qui m'en parlent, mais les points rencontres, dans la représentation que j'en ai, correspondent plus
à des situations de conflictualité entre les parents et correspondent plus à l'exercice du droit de visite et d'hébergement. Non? Je ne parle pas des points rencontres, Jacques. Je parle des points rencontres de l'aide sociale à l'enfance. Alors dites-moi ce que c'est. Ça y est. Il y a des points rencontres qui sont directement liés au but des enfants, mais c'est des situations qui sont ordonnées par un juge, mais pas dans le cadre de la protection de l'enfance. Pas dans le cadre d'une séparation, c'est pas le juge des affaires familiales. Quel est le but? C'est qu'un parent puisse voir son enfant sans le rappeler, sans le frapper, sans l'abuser? Voilà, c'est ça, c'est de maintenir le lien entre un parent et l'enfant dans un cadre protecteur. Ça ressemble à ce que vous avez décrit. J'ai du mal avec cet outil. Je veux dire par là que si on arrive à une situation où l'évaluation faite par les équipes éducatives, les psychologues, éventuellement un expert, si on arrive à la conclusion qu'un parent ne peut voir son enfant que dans un lieu institutionnel, parce que c'est un point rencontre, pour qu'il n'y ait pas d'actes graves commis sur son corps, c'est que ce parent a une représentation très étrange de son rôle parental et aussi du corps de son enfant. Et je n'arrive pas à imaginer quel niveau de communication il peut y avoir entre eux, d'autant plus que parfois dans les visites médiatisées, quand on arrive certaines fois avec des parents déficients intellectuels, etc., on n'a plus rien à se dire, on met en place des jeux communs, qui est au moins un bon moment partagé. Mais ça ne marche que parce qu'on est là. C'est des parents qui ne savent pas jouer, qui n'ont jamais joué avec leur enfant, sinon on ne serait pas là. Donc là, il ne peut même pas y avoir ça. Il y a deux intervenants qui sont là durant toute la visite. Ah bon? Voilà, et alors ils font quoi? Ils surveillent, c'est tout? Ah mais non, ils ne surveillent pas, ils accompagnent, ils étaient plus compétents. Alors quelle est la différence avec la visite médiatisée? Ben, alors pourquoi vous me posez la question? La question, c'est qu'on est face à des professionnels qui sont 2, voire 3, qui sont dans le même principe, je pense, de travail que le vôtre, et par contre, des juges demandent à des maisons d'enfants à caractère social, qui n'ont pas de service de médiatisation, à des éducateurs d'équipe, de faire des visites médiatisées. Et là, je pense que, pour ma part, je crois qu'il y a un vrai souci. Un éducateur de groupe, je le crois réellement en difficulté pour faire une visite médiatisée telle que vous avez décrit, telle que font les points rencontres. Les visites médiatisées, on en parle comme ça, c'est un choc émotionnel pour le professionnel. C'est un véritable choc. On n'en sort pas. Alors quand ça devient de la routine, ça va, mais c'est un choc. On ne sait pas ce qui va se passer. Quand le parent peut dire des phrases complètement nocives, il faut ne pas accepter cet état de fait. Si le parent commence à prendre l'enfant corporellement d'une manière qui ne nous paraît pas saine, il a le droit de faire un câlin. Mais si c'est pas sain ou si on sent l'enfant inquiet, il faut... je reprends encore le cas de cet enfant avec la mère qui l'a étranglé. Les visites médiatisées, la mère prenait l'enfant et le collait contre elle. Et l'enfant était très mal, parce que même il avait dit à sa mère qu'il avait peur qu'elle l'étrangle de nouveau. Hein. Bon, et donc l'ASE avait dit, Madame, vous le collez trop à lui, ça va pas, donc la mère s'était fâchée. Mais l'ASE avait en même temps fait son boulot. Moi, ce que j'ai dit, c'est, je trouve que quand vous êtes, c'est bien que vous preniez un contact corps à corps, enfin, que vous fassiez un câlin au début, l'un avec l'autre, mais je trouve que c'est mieux que vous vous asseyez l'un en face de l'autre, parce que comme ça, vous vous voyez quand vous vous parlez, et vous voyez les émotions de l'autre. Donc, c'est-à-dire, je leur disais, c'est un autre mode de lien. Bon, ben, elle a accepté, mais je pense que pour un éducateur, c'est pas facile de dire forcément, de dire quelque chose comme ça. Moi, je dirais, si l'éducateur est supervisé par quelqu'un qui a de l'expérience, s'il se sent les épaules pour le faire, peut-être, mais c'est un choc émotionnel. Très souvent, il y a des moments où on ne contrôle plus rien de ce qui se passe. On a quand même des parents psychotiques, violents, pervers, etc. Et nous, on n'y comprend plus rien. Voilà.
C'est pour ça qu'on a expliqué que si le dispositif rencontre. Plus fort. On n'entend pas ce que vous dites, le micro plus précis. C'est pour ça que ma collègue expliquait que si le dispositif rencontre est doté des moyens suffisants, puisqu'il y a quand même 2 psychologues qui sont là, il y a une supervision qui est mise en place, il y a des éducateurs expérimentés en place et évidemment des espaces de clinique dans la semaine pour vraiment gérer au mieux ces rencontres. Les juges ordonnent des visites médiatisées qui sont à tir-larigot pour des enfants qui sont placés en institution, en Aix par exemple, et dans le département de la Gironde. La nouvelle charte des points de rencontre indique que c'est un dispositif qui est destiné aux enfants qui sont placés en famille d'accueil. Et du coup, on se retrouve avec tout un tas de situations d'enfants placés en Aix qui ont des visites médiatisées ordonnées par un juge, et il y a une grande difficulté à accompagner ces visites médiatisées dans de bonnes conditions de sécurité. Bon, je vous ai dit ce que j'en pensais. Ce qu'il faut se dire, c'est que la visite médiatisée n'est pas seulement un acte social ordonné par un juge. C'est aussi un lieu où on va essayer, et on n'y arrive pas toujours, mais où on va essayer de faire progresser l'enfant au niveau psychique. Voilà. Sinon, on maintient une situation au congélateur. Oui, on va passer avec l'aide du technicien. Je ne sais pas s'il faut. Je ne sais pas si tout le monde voit. On va passer quelques images. Et puis, peut-être, si on y arrive, je vous apporterai l'appareil et puis on passera un petit film. Ça, c'est le cerveau de 2 enfants de 3 ans. Sur le cerveau de gauche, tout ce qui est en grisé, c'est de la substance cérébrale. C'est un enfant élevé dans un milieu éducatif normal. Sur la diapo de droite, tout ce qui est en noir, c'est de la substance cérébrale qui manque. C'est un enfant qui a été extrêmement négligé, mais qui n'a pas été battu ni secoué. Donc vous voyez, quand on parle de l'impact du cortisol et que ça empêche certaines zones cérébrales de se développer, c'est tout à fait impressionnant. Ça, c'est les bains thérapeutiques dont je vous ai parlé. Ça, c'est un enfant de 6 ans à qui on demande de dessiner son corps. Donc à 6 ans, je ne sais pas si vous avez des enfants de 6 ans, mais c'est un mollusque. Hein. Il n'y a rien du tout. Et après bain thérapeutique, on voit donc c'est un enfant violent et négligé. On voit que ça se restructure. Pareil pour un enfant de 5 ans et demi avant bain. Donc vous imaginez, il n'y a pas la tête, il n'y a pas les bras, voilà, c'est stationnaire. Et puis, après une série de bains thérapeutiques, donc là, ça c'est déjà plus structuré. Autre élément, on va aller là-dessus, si je trouve, c'est la figure de Ray. La figure de Ray nous donne une idée du schéma corporel des enfants. Voilà, la figure de Ray, et on va y arriver. Disparu. Là, voilà la figure de Ray, modèle simplifié. Donc en fait, on ne demande pas à un enfant de faire tout ça. Ça c'est pour la figure la plus simple. On lui demande surtout de repérer le rectangle, le carré, le triangle imbriqué. Après, c'est un enfant extrêmement violent, 6 ans. Oula. Je ne suis pas au milieu d'un endroit. Qui va faire la figure de Ray de... Comment ça se fait? Je vais passer au-dessous. Ça, c'est la copie. C'est-à-dire qu'il a le modèle sous les yeux.
Vous imaginez le trouble du schéma corporel que ça représente, avec le modèle sous les yeux, et après, la mémoire, c'est-à-dire qu'on lui a caché le dessin pendant 3 minutes. Donc il ne reste plus rien. Donc c'est là qu'on voit l'atteinte du schéma corporel. On va revenir un peu plus haut. Ça, c'est fait par Muriel Salmona, qui est une des spécialistes de la prise en charge des sujets qui ont subi des femmes qui ont subi des violences sexuelles. Cette femme a subi un abus sexuel vers l'âge de 7 ans, un viol. Et elle a été traitée, donc c'est une vidéo de PTSD, elle n'a plus de syndrome post-traumatique. On évoque avec elle une scène traumatique sexuelle. Son amygdale, la zone de stockage de la mémoire traumatique, reste froide, si je puis dire, normale. Et à côté de cette zone-là, c'est l'hippocampe qui s'active. L'hippocampe, c'est la zone qui permet de se repérer dans le temps, présent ou passé. Donc c'est activé, et ça lui dit bien que les scènes qu'on évoque avec elle, c'est du passé. Ça, c'est une femme non traitée. On lui fait évoquer les scènes d'agression sexuelle, elle a son syndrome post-traumatique, et là, vous avez l'amygdale qui est peut-être 6-7 fois comme celle-là, et l'hippocampe qui ne s'active pas. Donc ici, vous avez le ici vous avez le stockage de la mémoire traumatique et le risque que ça explose. Ça, c'est quelque chose qui ira avec le film, si on arrive à le passer. Vous avez les neurones d'un bébé à la naissance. Ça, c'est à 3 mois. Et vous voyez qu'il se fait plein de connexions entre les neurones. À 24 mois, c'est un véritable treillis. Et à 6 mois, à 24 mois et à 6 ans, il y a beaucoup moins de neurones. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu l'élagage synaptique. L'élagage synaptique, c'est que le cerveau perd les 2/3 de ses neurones, mais de ses connexions. Et il garde 1/3. Mais il garde le tiers des interactions qui se sont produites le plus souvent. Et si ce sont des interactions apaisantes, calmantes, qui permettent au moins de se développer, il les garde. S'il s'agit des interactions violentes, ce sont ces synapses-là qui en ont la mémoire, qui vont persister. Donc, voilà comment quelque chose n'appartient plus à notre volonté. Alors c'est tout à fait intéressant d'utiliser le début, et puis un petit film que je vous passerai, parce que quand on travaille avec des parents en prévention, avec des bébés de moins de 2 ans, des enfants de moins de 2 ans, si on dit aux parents, nous on pense qu'il vaudrait mieux faire comme ça, etc., ils n'ont aucune raison de nous croire. C'est-à-dire que c'est leur parole contre la nôtre, pourquoi nous on saurait. Par contre, si on commence à leur dire, voilà, dès la naissance, le cerveau fabrique des liaisons entre les neurones. C'est à toute vitesse, vous verrez le chiffre tout à l'heure. Si chaque fois que vous jouez un petit peu avec lui, à un jeu de coucou caché, chaque fois que vous lui parlez, chaque fois que vous faites un moment de câlin, il crée des liaisons dans son cerveau, et donc vous le préparez à réussir à l'école. Vous-même, comment ça s'est passé l'école? Très souvent, ces parents-là disent que c'était se casser les pieds, c'est un cauchemar, ils ne comprenaient pas dès le CE1, CE2. Bon, vous n'avez pas envie que ce soit comme ça pour lui. Eh bien, chaque fois, on va vous expliquer comment vous pouvez faire, et c'est pas la question d'être une bonne mère, faire ci, faire ça. On passe par des données objectives scientifiques, et on est beaucoup plus entendu. Avant de passer au petit film, j'ai juste regardé s'il y avait d'autres choses. Peut-être si vous trouvez, parce que je n'arrive pas à le retrouver, jeune agresseur sexuel, non, il n'y est pas. Bon, tant pis. Je vous amène l'appareil pour le petit film. Le technicien est là. Oui. Ok. Je débranche quoi? C'est l'angoisse. Je touche pas. Alors, je débranche ça, et le fil il a serré. Un micro à chef. Donc, attendez. Le premier film, c'est un tout petit film. Un tout petit film qui va très très vite. Et c'est un film qu'on utilise pour la prévention.
et après on le reprend très longuement avec les parents. Le deuxième film, c'est un film sur la mémoire traumatique. Je le couperai au bout de 4 minutes. Il y a un micro à chef là, qui circule. Il y en a un pour M. Berger. Oui, c'est bon. On y va? De sa mère, déjà, le cerveau d'un enfant est sensible à l'environnement extérieur. C'est d'ailleurs à la naissance le seul organe qui continue à se construire. Les 100 milliards de neurones auront à se connecter entre eux pour pleinement fonctionner. Parce que ces connexions ont un impact à long terme sur le développement de l'enfant, parler, maîtriser les émotions, saisir les idées, ressentir de l'empathie, faire preuve de créativité, parce que le développement du cerveau se fait à un rythme effréné. Parce que le cerveau triplera de volume dans les 3 premières années de sa vie. Chaque petit geste compte. Faites des coucous à votre enfant. Cela active des milliers de neurones en quelques secondes. Touchez votre enfant, réconfortez-le, parlez-lui, regardez-le. Vous influencez les mécanismes qui l'aideront pour le reste de sa vie à apprendre et à réagir. Aidez-le à explorer. Les premières connexions neuronales se créent en stimulant ses 5 sens. Mais ne vous fiez pas. De sa mère, déjà, le cerveau d'un enfant est sensible à l'environnement extérieur. C'est d'ailleurs à la naissance le seul organe qui continue à se construire. Les 100 milliards de neurones auront à se connecter entre eux pour pleinement fonctionner. Parce que ces connexions ont un impact à long terme sur le développement de l'enfant, parler, maîtriser les émotions, saisir les idées, ressentir de l'empathie, faire preuve de créativité, parce que le développement du cerveau se fait à un rythme effréné. Parce que le cerveau triplera de volume dans les 3 premières années de sa vie. Chaque petit geste compte. Faites des coucous à votre enfant. Cela active des milliers de neurones en quelques secondes. Touchez votre enfant, réconfortez-le, parlez-lui, regardez-le. Vous influencez les mécanismes qui l'aideront pour le reste de sa vie à apprendre et à réagir. Aidez-le à explorer. Les premières connexions neuronales se créent en stimulant ses 5 sens. Mais ne vous fiez pas aux apparences. L'apprentissage commence beaucoup plus tôt qu'on pourrait le croire. Dès 2 mois, la partie du cerveau qui contrôle les relations avec les autres commence à se développer. C'est bien avant que l'enfant ne commence à côtoyer d'autres enfants. Vers 6 mois, le cerveau est à son maximum pour apprendre le langage. En reconnaissant vos expressions faciales et vos émotions, l'enfant se prépare à interagir avec les autres plus tard. D'ailleurs, si un enfant peut parler, lire ou compter, c'est que son cerveau a été préparé longtemps avant. Mais attention,
Il y a des moments privilégiés où le cerveau est plus malléable, où l'impact des interventions est à son maximum. Il faut miser sur ces fenêtres d'opportunité pendant qu'elles passent. En somme, tout ce que vous donnez à votre enfant dès sa naissance, en temps, en soins, en interaction, aura une incidence positive sur l'individu qu'il deviendra. Donc, avant de passer au film suivant, vous avez vu qu'il y a tout le visage, les émotions, les périodes sensibles, les différents contacts, la croissance cérébrale, etc. Donc évidemment, c'est repris pendant un très longtemps avec les parents. Là, quelqu'un peut donner un coup de main. Et alors l'autre film, non ah. Juste pour passer au deuxième film. Il faut fermer ça. Il faut appuyer sur échappe. Oui, c'est un peu voilà. Regardez bien ce film, il est assez étonnant. C'est bon là. Pour construire son intelligence, l'être humain qui vient de naître commence par fixer dans les filtres de son cerveau les informations qu'il perçoit du monde extérieur. Chaque image, chaque interaction, aussi quotidienne soit-elle, laisse comme une trace de mémoire de l'expérience vécue en connectant des neurones. Ces connexions de neurones s'appellent des synapses. Elles commencent à se former dans le ventre de la mère, puis augmentent de façon extrêmement rapide dès la naissance. 700 à 1000 nouvelles connexions par seconde se créent pendant les 5 premières années de la vie. Tout ce que nous faisons avec lui ou devant lui, tout ce qu'il perçoit du monde crée une connexion dans son cerveau. Il atteint donc une très grande quantité de synapses. Pour preuve, une petite comparaison. Le réseau Internet mondial possède 100 000 milliards de connexions entre ses pages web. On appelle cela des hyperliens. Mais le cerveau de l'adulte, lui, possède le triple de connexions entre ses neurones. Et tenez-vous bien, le cerveau de l'enfant possède 10 fois plus de connexions que le réseau Internet mondial. 1 million de milliards de connexions synaptiques. Ce qui signifie qu'il lui suffit de vivre et d'être en relation avec le monde pour créer un foisonnement de connexions neuronales. Il est bien évident qu'un manque d'étayage et d'exploration lors de cette période affame le cerveau et abîme la construction de l'intelligence. Car de la même façon que des fondations fragiles compromettent la stabilité d'une maison, de faibles fondations créées par le bébé altèrent l'architecture cérébrale de l'adulte qu'il sera. Lors de cette période, il est donc essentiel de nourrir le cerveau en interagissant positivement avec l'enfant et en le laissant explorer le monde. Ensuite, après cette période de création de milliards de connexions neuronales, le cerveau commence à faire ménage. Car vous l'aurez remarqué, grandir, c'est perdre plus de 2/3 de ses possibilités et devenir expert du tiers le plus utilisé. Donc pas d'inquiétude, l'être humain en grandissant ne devient pas moins intelligent, il devient spécialiste. Spécialiste de la langue, de la culture, des comportements qu'il a régulièrement perçus et reproduits.
En effet, après avoir réalisé de nombreuses connexions, les connexions les plus souvent utilisées vont se renforcer. A l'inverse, les connexions les moins utilisées vont progressivement s'affaiblir et être éliminées. On appelle cela l'élagage synaptique. Retenons bien cela. Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences. Il conserve les connexions des expériences les plus fréquentes. Notre responsabilité est donc très grande, car ce sont nos choix et nos habitudes qui vont renforcer certaines connexions et en éliminer d'autres. Cette plasticité cérébrale peut donc être à la fois une grande opportunité ou une grande vulnérabilité. Jack Shonkoff de l'Université d'Harvard le confirme. Advances in neuroscience, molecular biology, and genomics have a very simple message. That message is that early experience literally is built into our bodies, for better or for worse. Surveillons donc nos habitudes, car elles structurent. Donc, les scènes de violence conjugale, les négligences, s'inscrivent dans notre cerveau, pour le meilleur et pour le pire, très tôt. On va reprendre votre question. On a du temps, hein. Ah. Je voulais savoir si vous faisiez une différence entre traumatisme relationnel précoce et traumatisme complexe. Qu'est-ce que vous appelez traumatisme complexe? C'est par opposition au PTSD. Voilà, il y a un diagnostic de traumatisme complexe qui a été proposé pour les DSM-5, qui a été refusé d'ailleurs. Et c'est le fait que l'enfant a pu vivre dans un milieu chaotique et imprévisible. Et donc il s'est construit autour du traumatisme. Pour résumer... J'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris. Enfin, ce qu'on sait, c'est que la maltraitance, on met souvent la maltraitance en avant, mais elle est pratiquement toujours couplée avec de la négligence. Alors je ne sais pas si c'est ce qu'on peut dire complexe, mais on sous-estime beaucoup la négligence chez les enfants qui ont été maltraités et qui ont pu être maltraités aussi par des mots MOTS. Alors, en fait, ça ne doit pas répondre à votre question, mais tout traumatisme lié au fonctionnement de l'environnement est complexe, c'est-à-dire qu'il va toucher plein de facteurs de développement. Mais je ne sais pas si ça correspond à votre question. C'est une question par rapport au fait qu'on s'est rendu compte que le diagnostic de PTSD n'était pas... De quoi? PTSD, c'est quoi? On n'a pas entendu le mot. D'accord. C'est le fait qu'on s'est rendu compte que le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique n'était pas du tout adapté, en fait. C'est un diagnostic qui n'était pas du tout adapté pour les enfants qui avaient vécu des histoires de trauma répétées. Et donc voilà, il y a ce diagnostic-là qui a été proposé, qui est appelé traumatisme complexe. Bon, je ne suis pas au courant de ces travaux, ça m'intéresserait de les avoir. On a les travaux de Miri Keren, j'en ai déjà parlé ce matin, KERN, qui s'appuie sur des travaux américains qui ont débuté en 1990 et
qui montre qu'il existe un syndrome post-traumatique chez l'enfant de moins de 3 ans et que ce syndrome et que l'enfant en même temps n'est pas conscient du traumatisme qu'il a subi. Alors que quelqu'un qui subit un accident de voiture, en voyant une voiture qui lui fonce dessus, ou un traumatisme de guerre, enfin, il y a une partie de lui qui est consciente que c'est très traumatique. Tandis que là, c'est quelque chose qui ne se situe pas au niveau conscient. Donc, ces critères, on y tient beaucoup, parce que, et ces tableaux de critères, on y tient beaucoup, ils touchent plusieurs niveaux, comme je l'ai aussi dit ce matin, parce qu'on n'arrive pas à faire reconnaître le fait que les violences conjugales, je prends cet exemple-là, laissent des traces importantes, et c'est toujours la même chose, un bon père, un mauvais père peut être un bon mari, etc. Alors que il a soumis son enfant à un spectacle extrêmement angoissant et qui laisse des traces. Bon, c'est aussi intéressant cliniquement d'avoir cela, ces critères. Alors maintenant, on peut dire qu'il y a sans doute deux grosses sortes de traumatisme. Il y a le traumatisme ponctuel, qui peut être une agression sexuelle, qui peut être un accident, qui peut être un événement survenu pendant une guerre. Et est-ce qu'on peut le qualifier de simple? Je ne sais pas, mais c'est là aussi où le MDR peut souvent aider. Et dans ces traumatismes entre guillemets simples, on peut quand même avoir en appoint une approche psychanalytique en plus de l'EMDR. Et puis, il y a des traumatismes qui touchent le psychisme en voie de construction. Et en voie de construction, c'est le cas pour l'enfant de moins de 2 ans, moins de 5 ans, enfin, plus il est grand, moins ça touchera toutes les fonctions, mais l'organisme en voie de construction, un traumatisme est par définition complexe, puisqu'il va toucher la pensée, la représentation du schéma corporel, la gestion des affects, etc., etc. Alors, je ne sais pas si ça correspond, mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que j'avais posé la question à Cyrulnik de la résilience. Et Cyrulnik m'a répondu très clairement, et il m'a autorisé à publier sa réponse. C'est dans l'échec de la protection de l'enfance. Et il dit qu'il ne peut pas y avoir de résilience si un enfant n'a pas bénéficié d'un adulte, figure d'attachement sécurisant pendant la première année de sa vie. Et donc, la résilience concerne les traumatismes qui sont survenus après, et il souligne que c'est de préférence des traumatismes ponctuels, et que pour la résilience nécessite aussi un adulte tuteur de résilience, c'est-à-dire qui aide l'enfant à remettre en histoire ce qu'il a vécu en étant débordé. Enfin, voilà, ça ne répond peut-être pas exactement, mais... Non, non, on va passer un micro. Alors c'est simplement pour dire sur ce petit film. Moi j'associe peut-être à tort la notion de réciprocité dans la plasticité, c'est-à-dire que l'organe crée la fonction crée l'organe et l'organe peut-il recréer la fonction. Alors, pour prendre un exemple tout simple pour que ce soit clair pour tout le monde. Il va impossible d'apprendre à 30 ou 40 ans une langue étrangère, autre que sa langue maternelle, et on va juste mettre un petit peu plus de temps que si elle avait fait partie de notre environnement pendant les premières années de la vie. Tout ça pour arriver à ma question, c'est de savoir si, justement, que l'adolescence, une fois atteinte l'âge adulte, au moment où la structuration psychique semble un peu définie, puis un peu équilibrée, avec toujours ce risque quand même de s'effondrer, est-ce que, donc en remettant des jeunes qui ont pu être dans un environnement hyper insécurisant, en leur proposant plus tard des modes relationnels complètement différents de ceux connus, c'est-à-dire entre autres ceux qui auraient pu consolider certaines synapses qui se sont défaites par la suite, est-ce qu'il y a la possibilité justement de les faire se reconnecter dans une temporalité certainement beaucoup plus longue
Mais est-ce qu'il y a la possibilité, parce que ce petit film effectivement relève des choses qui, pour ma part en tout cas, voilà, je qualifie de peu encourageantes, mais bon, dont il faut effectivement prendre compte. Mais c'est juste pour peut-être essayer voilà, de rester sur une note un peu positive du possible qu'il y aurait. Alors, il y a des travaux, en particulier de Juvent, J-U-V-E-N-T, qui a écrit un livre et un film fait à ce propos. C'est un des spécialistes, un psychiatre spécialiste du cerveau, qui montre qu'avec des psychothérapies adaptées, quand des lésions cérébrales ne sont pas trop importantes, on peut observer une récupération. Donc la question, c'est celle d'intensité et de durée du traumatisme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, nous avons, avec le recul qu'on a, puisqu'il y a souvent des jeunes qu'on a suivis jusqu'à 25 ans, 27 ans ou plus ou moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des jeunes qui gardent ces traces, au niveau de l'amygdale, par exemple, qui gardent une vulnérabilité, mais qu'on a pu leur donner les moyens, par ce qu'on leur a proposé, d'éviter de se mettre dans des situations où ils vont ça va réactiver ces zones-là. Donc, je prends l'exemple, la jeune fille, la fillette, pour laquelle on a demandé une suspension des visites médiatisées pendant 2 ans et qui est retournée voir ses parents. Elle a vécu des choses inimaginables au point de vue de la faim, de l'angoisse. Elle a vu un meurtre devant elle à 2 ans et demi, enfin, etc. Et elle était dans une famille d'accueil, on a médiatisé les visites, elle a eu un abord relationnel qui s'est bien passé, dont elle a pu bénéficier. Quand même savoir qu'à 7 ans, elle ne comprenait, à 8 ans, elle ne comprenait toujours pas qu'un plus 1 égale 2 au niveau cognitif. Donc il y a eu une éducation avec une pédagogie adaptée, et elle, à 19 ans, elle vivait seule dans son appartement, elle gérait seule son budget, et elle allait régulièrement dans sa famille biologique, elle était toujours en lien avec sa famille d'accueil, et elle travaillait comme serveuse à casino en faisant bien son boulot. Donc, vous voyez, on a mis un gros matelas autour, mais le noyau persiste. Et un journaliste arrive dans le service et dit j'aimerais bien rencontrer des jeunes qui avaient très mal au début et qui sont adultes maintenant pour voir s'ils disent des soins et comment ils vivent. Donc je téléphone à cette jeune fille et je lui dis, je la tutoyais encore, je lui dis écoute, voilà, j'ai une demande de journaliste. Ça s'est passé avec 2 jeunes, ça. Et je lui dis tu ne me réponds pas tout de suite, tu prends 1 semaine pour réfléchir et je te rappelle dans 1 semaine. Et elle m'a répondu je suis désolé, je sais que ça serait mieux pour votre service que les journalistes puissent filmer, etc. Mais moi je sais que si je me remets à penser à ces choses-là, je risque d'aller mal, ça va faire revenir les émotions d'avant, donc je voudrais me protéger et je vous dis non. Donc vous voyez, elle a gardé le risque de retour de la mémoire traumatique, elle a repéré quand ce risque se produisait, elle évite les circonstances et elle vit bien. Et vous avez plein de gens comme ça, plein de gens. À un moment, moi j'ai travaillé avec, comment ça s'appelle, l'association des anciens adultes placés à l'aide sociale à l'enfance, l'ANAPE, je ne sais pas si vous vous rappelez. Non, c'est pas, ouais, l'Association nationale des adultes anciens enfants placés. Et c'est des gens qui sont souvent éducateurs, directeurs d'établissement, banquiers, enfin, ils n'en parlent pas de ce qui s'est passé. Et alors moi, je suis présent, j'interviens à leur congrès, et à la fin, je leur dis, chapeau, hein, après ce que vous avez vécu, vous voir comme ça, et ils m'ont tous dit, le conseil d'administration, mais vous ne savez pas ce que vous dites, on a un point de vulnérabilité, de souffrance terrible en nous, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir un tel 4 enfants, des élevés bien, etc. Donc voilà, ouais, ça va rester. Mais ça n'empêche pas de dire. Et le plus problématique, parce qu'on n'insiste pas assez dessus, c'est l'hyperactivité avec tout l'attentionnel. Parce que c'est un symptôme qui s'est construit au niveau neurologique, quand il y a des défaillances parentales précoces, et qui après persiste de manière anachronique. Un enfant qui a passé 1 an pouponnière, en voyant défiler les visages, c'est-à-dire une discontinuité complète, augmentée par les 35 heures, énorme. Donc on est passé de 5 intervenants à 9 avec les 35 heures sur 1 semaine.
c'était énorme comme désorganisation. D'ailleurs, Martine Aubry avait promis qu'elle n'appliquerait pas aux pouponnières, qu'elle ferait un dispositif spécial. On lui avait demandé, elle n'a pas tenu, c'est un détail. Mais ces enfants-là ont presque tous une hyperactivité avec trouble attentionnel. Parce qu'on les met dans des familles d'accueil complètement chaleureuses, avec des rythmes prévisibles. On en a certains dont l'hyperactivité s'estompe et d'autres, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ou ça met 10 ans, 15 ans pour bouger. Donc là, on a quelque chose un trajet neurologique, un dysfonctionnement neurologique pour lequel on est démuni. Mais sinon, voilà, les gens vivent avec ça, et il y en a qui vivent assez bien, hein, comme ça. Voilà. Il y a une question. Oui. Non, peut-être que les gens vont être fatigués, non? Quand ils sont fatigués, ils sont bons. Pardon? Ils sont fatigués, ils sont bons. Tant qu'il y a des questions, si vous voulez bien continuer. Ah, il faut appuyer sur le petit bouton. C'est bon? Oui, ah, c'est bon. Voilà. Je voulais savoir si vous pouvez nous raconter un petit peu dans quel cadre vous utilisez les films que vous nous avez présentés. Eh bien, le film avec les synapses, uniquement pour des professionnels. Je le passe aussi quand je le peux à l'École nationale de la magistrature. On me demande d'intervenir. Par contre, ce film-là, je ne l'utilise jamais pour les parents, parce que je trouve qu'il a un aspect un peu culpabilisant. Notre responsabilité est engagée, etc. Donc je trouve que c'est bien pour des professionnels. Après tout, notre responsabilité est engagée. L'autre petit film, c'est vraiment intéressant de l'utiliser dans l'aide à la parentalité. Ça peut être fait par la PMI, ça peut être dans des aides, actions éducatives, administratives, etc. Et les Québécois qui ont fait ce film vont beaucoup plus loin. Ils font des dessins où ils montrent, voilà, on va jouer, là vous venez de connecter le cerveau de votre enfant, voilà les points vulnérables. Ils montrent le tableau, je ne vais pas montrer des périodes sensibles, mais ils utilisent énormément la dimension scientifique, parce que c'est neutre. Et dans le domaine, quand dans un placement, on dit à un parent, moi je vais demander que votre enfant soit placé, une de mes principales raisons, c'est que chez vous, c'est trop agité et il ne peut pas apprendre pour l'école. Il n'a pas un coin de table, il a juste un petit coin de table, il y a la télévision qui est forte, même si on vous le demande de le baisser, on sait bien que vous ne tiendrez pas, qu'il y a les autres enfants. Donc, il n'arrivera à progresser que s'il est étayé pour faire ses devoirs, ce que vous n'arrivez pas à faire, et que s'il est dans un autre environnement. Et là, on est dans le domaine neutre, le cognitif, l'apprentissage, le cerveau, et les parents rouspètent toujours, mais n'empêche qu'ils acceptent beaucoup mieux, parce qu'on leur propose un futur. Donc ce petit film-là, et puis il y a dans le livre, je ne sais plus lequel, c'est dans Voulons-nous des enfants barbares, il y a la brochure Les débuts durent toute la vie. C'est fait par une fondation américaine, Rainer, ça a été traduit en français, et c'est une petite brochure qu'on donne aux parents, qui illustre, enfin c'est le film qui l'illustre en quelque sorte, et qui reprend pourquoi c'est important qu'il y ait une routine pour l'enfant, pourquoi c'est important qu'ils soient en sécurité. Et ça commence, je n'aurais jamais osé, ça commence par une citation de quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est Megan Gunnar. C'est une des principales chercheuses sur les dosages du cortisol salivaire chez le bébé. Et ils mettent carrément une citation pointue. Donc voilà, nous on a des chercheurs qui disent ça. Je précise qu'on ne fait jamais de prise de sang pour les bébés pour mesurer leur cortisol parce que ça les stresserait. On prélève le cortisol salivaire qui a un taux parallèle. On met un petit coton vers la gencive, on prélève, on presse au-dessus d'une éprouvette et on dose. Voilà. Donc il y a cette petite brochure, on peut aussi la trouver, elle est intéressante. Vous parlez de ce qui se passe un peu à l'étranger, vous avez cité les États-Unis, le Canada, et en France, vous l'utilisez dans votre service, vous l'avez peut-être utilisé auprès des professionnels, vous parliez de l'école de la magistrature, quand vous parlez des PMI, est-ce que c'est quelque chose qui est mis en place? Moi, dans la région, je n'ai jamais entendu parler de ça. Actuellement, je ne peux pas vous le dire, puisque j'ai quitté mes fonctions hospitalières fin 2014, et je ne travaille plus qu'en CER.
Mais si on a, là j'ai utilisé et fait utiliser par des groupes de formation à l'évaluation que j'ai aussi arrêté, mais où ces films, on les leur donnait pour qu'ils les utilisent dans le cadre Conseil Général et PMI. On leur a transmis, comme on a transmis la grille d'évaluation du développement, ce petit outil pour tous les professionnels. Et on a essayé aussi beaucoup de mettre en place des groupes de jeux, puisque les parler de quand vous jouez avec votre enfant, on a constaté que les parents étaient incapables, dans les familles en difficulté, de jouer avec leur enfant. Donc on a passé, dans le cadre du PRE, ces programmes de réussite éducative, on a demandé à passer un contrat avec un groupe scolaire et on nous a envoyé des enfants qui étaient très violents en petite section de maternelle. Je trouve que c'est comme ça, c'est des enfants de mères immigrées qui débarquaient du Kosovo, de divers endroits. On a obtenu l'autorisation des pères, et pères PERS, et on a fait donc un groupe mères, enfants petits et professionnels pour jouer à 3. Donc ça a mis du temps à se mettre en place. Après, les mères étaient très contentes de venir. C'est compliqué, hein, parce que c'était lundi 9h30 à 11h. Parce qu'avant, il fallait amener les autres enfants à l'école, il fallait préparer la nourriture, il y avait le repassage, il y avait ci, il y avait ça. Et tous les lundis matins, à 8h, un de nos professionnels téléphonait aux mères pour leur rappeler que c'était ce jour-là. Sinon, elles laissaient tomber. Donc, petit à petit, c'est rentré dans la routine. Et tous les enfants ont progressé au niveau quotient de développement au QI, agressif, violence à l'école et retard de langage. Mais on jouait toujours à 3. Par exemple, assis par terre, à 3, on jouait avec la mère comme si c'était un enfant, puisque ses parents n'ont aucun enfant joueur en eux. Par exemple, les gens d'écarter, ça passait la balle ou au jeu de cul, comme je vous l'ai montré. Et puis après, la communauté francophone, le ministère de la communauté francophone de Belgique a eu l'idée de reprendre ce dispositif. Donc c'est sur YAPAKA, comme j'ai dit, YAPAKA.be en Belgique, et ils ont filmé 300 séquences de pères ou de mères qui jouent avec leurs enfants de tous âges pendant 1 minute 30, pas plus, et ça passe sur la radio-télévision belge, la télévision d'État, pour donner aux parents l'envie de jouer avec leur enfant petit. Vous pouvez trouver ces films en allant sur le site internet. Et puis les Québécois ont repris l'idée après, sauf qu'ils ont évalué, et l'évaluation a été très mauvaise. C'est-à-dire que seuls des parents comme vous et moi, qui ne savent pas de quoi on joue avec un bébé de 8 mois, j'ai joué à ça, qui cherchaient des idées, ont pris ces séquences, mais tous les parents, en défaillance éducative parentale, qui étaient incapables de jouer, aucun ne l'a utilisé. Donc cela montre que ça ne marche que si on est en chair et en os, en train de jouer avec un parent. Et donc mon slogan, c'est une France où chaque parent jouerait 5 minutes avec son enfant petit, la télévision, 5 minutes par jour, la télévision étant éteinte, ce qui est impossible d'obtenir, serait une France moins violente. Et je pense que c'est là-dessus qu'on devrait faire porter la prévention. Tu vas mieux arrêter avant que les gens soient fatigués de ces questions. Ah oui, les gens ne sont pas encore fatigués, il y a encore des questions. Revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de Mathieu. Oui. Vous avez dit, vous avez posé la question, quel est le niveau de cadre qui convient pour de tels sujets, et vous avez répondu quasiment militaire. Et j'aimerais bien que vous reprécisiez à la fois qu'est-ce que c'est ce tel sujet, c'est-à-dire quel type de gamin ou d'adulte, et puis aussi quasiment militaire, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pense notamment qu'il y a souvent cette demande-là des équipes qui accompagnent des adultes, des enfants très violents, d'avoir une très incohérence, une réponse vraiment commune. Et je vois bien comment ça peut être structurant pour la personne, qu'il y ait de la fermeté, et puis aussi que ça ne dépend pas du caprice du professionnel. Et en même temps, je trouve qu'il y a un risque d'une institution un peu caserne, où finalement c'est très déshumanisé, très mécanisé, et on s'appuie sur des protocoles en évacuant un peu la question de la relation. C'est pas, comment dire,
militaire, le terme était sous l'image, c'est qu'il y a un règlement. Et ce règlement doit être absolument appliqué de manière à ce que le sujet puisse constater l'effet de ses gestes et les conséquences. Le règlement, c'est on n'insulte pas un adulte, on n'insulte pas un autre enfant, on ne doit pas évidemment fumer de la chiche, on doit se lever à telle heure. Bon, il y a une institution, je ne vais pas en parler, mais c'est des choses comme ça. Un jeune, c'est pas parce que les jeunes disent connard qu'ils peuvent dire connard à un éducateur. C'est inadmissible et ça entraîne des conséquences, etc., etc. En fait, je vais dire un mot très simple, mais qui est très mal vu de ces temps en général, c'est tout simplement faire en sorte qu'ils soient bien élevés. Voilà, c'est ce qu'on dit à des enfants et des adolescents en général pour qu'ils soient bien élevés. Bien élevés, ça veut dire tenir compte en permanence de ce qu'on fait et bien de ce que ça fait à l'autre. C'est-à-dire s'identifier à l'autre. Donc c'est ça ce que j'appelle, alors au sens où il y a peut-être 35 ans, les familles avaient de tels règlements implicites qu'on devait dire bonjour. Dans notre service, au repas, un enfant qui ne demandait pas s'il te plaît avant d'être servi n'avait rien dans son assiette. Il devait dire merci. Un enfant qui provoquait 3 fois un autre enfant à table pour le rendre fou, pour semer le souk, était prévenu 2 fois, la 3e fois il quittait la table. Alors voilà ce que j'appelle, c'est penser, enfin, le règlement a pour but qu'un sujet réalise petit à petit les conséquences de ce que ses gestes font sur les autres et de ce que ses paroles font sur les autres. Donc ce n'est pas un système de sanction en soi, c'est un système de code de vie pour pouvoir vivre ensemble. C'est ce que j'appelle. Et s'il n'y a pas ça, ces sujets-là ne progressent pas. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire après, il va y avoir des moments dans ce cadre où un sujet va pouvoir choisir entre 2 activités. Il va y avoir des moments de relations individuelles. Si le groupe est trop lourd, il aura des moments où il pourra être retiré du groupe et avoir un endroit où être tranquille. Question encore, on va reprendre par exemple à la fin de la matinée toutes les activités qu'il a faites dans la journée en lui disant on va essayer de les décrire avec toi pour lui redonner un sens de la temporalité alors qu'il ne l'a pas. Mais si on n'a pas ce cadre qui tient, ce qu'on va faire à l'intérieur pour donner la liberté de penser, la liberté de créativité sera très vite débordé par les passages à l'acte. Voilà ce que j'appelle... alors militaire, le mot n'était pas bien bon, mais n'empêche qu'on a toute une série d'expériences actuellement d'établissements scolaires avec des règles très très strictes, et les jeunes qui y vont progressent. Mais ils progressent pas seulement parce qu'ils sont dans ce cadre, ils progressent parce que leurs parents étaient d'accord pour qu'ils aillent dans ce genre de cadre, ce qui est un facteur positif en plus. Des questions? Sinon, on va arrêter. C'est bon? Ah, une petite question. Parlez plus fort. Plus près du micro, s'il vous plaît. On en pense des choses très précises, puisque 5800 professionnels de l'enfance ont signé une pétition contre la garde alternée chez les enfants de moins de 6 ans. Elle a été signée par le professeur... ceux qui ont proposé la pétition, c'est le professeur Gols, le professeur de Lyon, le professeur Albert Sicone de Lyon, Albert Sicone qui travaille à Lyon. Ça a été par le professeur Guédenet, Antoine Guédenet, spécialiste de l'attachement, par moi-même, par Emmanuel Bonneville, qui est prof de maître de conférence à Paris 5, etc., etc. On a eu les signatures
de parmi les plus grands noms de la psychologie et de la pédopsychiatrie française. On est tout à fait opposé à cela parce que ce n'est pas une question d'être pour les pères ou pour les mères, c'est vraiment quelque chose c'est pas notre création, c'est qu'on a constaté dans la clinique que les enfants petits supportent très mal la perte répétée des lieux et des personnes, et en particulier la perte répétée des figures d'attachement. On a des enfants petits qui disaient « moi j'ai ni papa ni maman », ou quand je suis chez papa je chante tout le temps maman, etc. Puis j'ai un cœur pour papa, un cœur pour maman, j'ai pas de cœur pour moi. Et ces enfants souvent n'osent pas montrer à quel point ils vont mal. Alors c'est pas pareil, la résidence alternée au-dessous de 2 ans, on a une désorganisation psychosomatique fréquente, sous forme d'insomnie, d'apparition d'eczéma fréquente, d'angoisse très importante, avec des enfants qui se mettent à suivre le parent partout en étant collés, la mère en particulier, qui ne peuvent pas plus dormir seuls, et on se retrouve exactement dans le tableau qui a été décrit par Bowlby et par Robertson en 1956, ça s'appelait « Jeunes enfants à l'hôpital », et comment réagissaient les enfants mis en hôpital quand on interdisait les visites des parents. Le problème, c'est que ces troubles persistent, et ils sont inaccessibles aux psychothérapies. On a eu un colloque là-dessus. Tant que ce rythme inadapté et ces pertes répétées persistent, eh bien, les psychothérapies ne marchent pas. Et c'est d'autant, et ça se suit souvent à 8 mois. Hein. Alors, et c'est des enfants qui n'ont qu'une capacité limitée de garder en eux l'image de leur mère. C'est pas que la résidence alternée, on a des gros trous chez des enfants qui vont un week-end complet, du vendredi soir au lundi matin, chez leur père, un week-end sur 2, et puis la moitié, une semaine pendant les vacances scolaires. Et à 8 mois, on voit apparaître les troubles. Alors, et puis après, c'est d'autres sortes de troubles qui apparaissent. Alors, là-dessus, on pouvait toujours nous dire, parce que c'est un véritable lobby, la résidence alternée, c'est soutenu par des associations de pères extrêmement particulières, disons, et on a heureusement 2 études internationales qui sont vraiment importantes. Elles sont sur PowerPoint, mais je pense que ça sera un peu long de vous les montrer. L'étude la plus importante est celle faite par McIntosh, et puis 2 autres auteurs, qui sont australiens. Et l'étude a été demandée par le ministère de la Justice et le ministère de la Famille australien, et elle a coûté 6,25 millions de dollars. Donc je ne sais pas si vous imaginez l'État français mettre même 1 million de dollars pour savoir si ses enfants vont bien, suivant le mode de garde. Alors pourquoi l'Australie? Parce que c'est un pays où le ministère de la Famille est un ministère régalien. C'est-à-dire qu'il a le même poids que le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, etc. Donc ils considèrent que c'est un ministère qui doit être majeur. Et par ailleurs, ils ont un gros problème, étant donné l'étendue de l'Australie. Les habitants habitent tous sur la côte, il n'y a presque rien à l'intérieur. Donc ils se sont trouvés avec plein de bébés qui faisaient des trajets de 6 heures, 7 heures d'avion en résidence alternée et qui n'allaient pas bien du tout. Donc cette étude est très précise. Il a été pris, je crois, 3 groupes de parents, des parents non divorcés, des parents divorcés avec l'enfant en hébergement principal et des parents divorcés avec résidence alternée. Résidence alternée, pour eux, c'est plutôt 65-35, alors que nous, c'est 50-50. Dans chaque groupe de parents, ils ont pris 3 groupes d'enfants, 0-2 ans, 2 ans, 4 ans et 4-5 ans. Donc pour observer des réactions différentes. Dans chacun de ces sous-groupes, il a été étudié plusieurs facteurs, c'est-à-dire le niveau de conflit parental. On a des échelles de conflictualité, le niveau socio-économique des parents, j'ai oublié, enfin il y avait encore plein d'autres facteurs, et il a été étudié ensuite le niveau de trouble pour chacun de ces enfants. C'est-à-dire par exemple, est-ce qu'il y avait l'apparition d'insomnie, l'apparition de troubles alimentaires, l'apparition d'angoisse de séparation, avec chaque fois des dispositifs d'observation très précis.
Donc, on avait un outil absolument extraordinaire, puisqu'on pouvait comparer quel était le rôle du divorce par rapport à des enfants élevés avec des parents non divorcés, puisqu'on avait les deux groupes. Et après, quelle différence cela faisait d'être en hébergement principal par rapport avec des parents divorcés par rapport à être en résidence alternée. Après, on comparait qu'est-ce que le conflit parental rajoutait dans ces deux derniers groupes, et puis encore tous les autres facteurs. Donc scientifiquement, ça a porté sur 2049 enfants. C'est une étude comme on n'en a jamais vu au point de vue rigueur en matière d'enfance. Et ça a donné le fait que les enfants élevés en résidence alternée, c'est pas 50-50, présentaient des troubles beaucoup plus importants et beaucoup plus tenaces, en particulier l'hyperkinésie. C'était la surprise. Les enfants élevés en résidence alternée petits ont plus d'hyperkinésie parce qu'ils ont une discontinuité de leur mode de vie. Alors quand on nous dit actuellement, ouais, c'est pas vrai que c'est diagnostic d'hyperkinésie en France et tout, moi je n'ai pas de chiffres, mais je dis qu'on devrait peut-être mettre ça en relation avec le nombre de divorces chez les enfants petits, parce qu'on a de plus en plus de parents qui divorcent sans avoir jamais vécu ensemble, et d'autres qui divorcent en cours de grossesse dans la première année de la vie. Mais enfin, des enfants qui n'ont jamais fait de couple parental. Et ça, on a une discontinuité terrible. Donc on a la preuve, et la même étude, celle-là est 2010. Une étude semblable avait été faite en 1999 par deux attachmentistes, c'est Solomon et Georges, et qui ont fait les mêmes trois groupes, et qui ont étudié uniquement ce qu'ils appellent overnight visitation. C'est-à-dire le fait qu'un enfant petit de moins de 12 mois c'était comment? Ouais, de moins de 24 mois et dormir une nuit chez le père. Non, de moins de 12 mois. Et après, ils ont revu les enfants entre 20 et 24 mois. La même étude avec un grand nombre d'enfants. Et chaque fois, ça montrait que le fait d'aller chez le père pendant une nuit complète créait statistiquement plus de troubles de type attachement désorganisé, désorienté. Et alors l'étude australienne est stupéfiante parce qu'il y a plein de conclusions. Une des conclusions, c'est que ce n'est pas l'augmentation du temps passé chez le père qui améliore la relation avec le père, mais la qualité du moment passé avec le père et qui font que les enfants demandent à y aller de plus en plus longtemps. Et en particulier, une phrase historique de Madame Philippe, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est « Ce n'est pas pendant la nuit qu'un père construit la relation avec son enfant ». Voilà. Et alors, on a la preuve. Alors après, il y a un calendrier qui a été fait, qui est le calendrier de Brasselton et Greenspan, qui a été publié en France dès 2003, dans lequel il introduit des nuances. Donc, et en particulier, l'idée principale, c'est qu'un père doit être suffisamment signifiant dans l'esprit de son enfant, le voir assez souvent, donc au moins 3 demi-journées par semaine. Il ne s'agit pas du tout de l'exclure, il s'agit de lutter contre la discontinuité, mais que le père doit 3 journées par semaine et après on augmente progressivement. Donc, voilà. On pourra en parler longtemps, hein. Il y a beaucoup d'études, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de désinformation. Et les associations de pères publient des statistiques fausses, des trucs comme ça, et nous on doit toujours être en train de reprouver et qu'on a autre chose à faire.